terminant la dernière table ronde de cette 14e édition. Donc, nous allons évoquer aujourd'hui la coopération artistique avec plusieurs cas de films. Michael Colas, La Belle et la Bête, et nous avons la chance d'avoir l'ingénieur du son Jean-Paul Miguel qui va nous parler de sa collaboration avec Wim Wenders et Fatih Akin. Nous avons démarré cette édition lundi avec 4 tables rondes très très fécondes sur ces allers-retours entre la France et l'Allemagne et cette collaboration artistique, économique entre la France et l'Allemagne. Je vous convie ce soir, suite à cette table ronde, à la projection, une projection exceptionnelle de Mes Petites Amoureuses de Jean Eustache, dans le cadre d'une carte blanche à Ingrid Caven. Voilà, projection à 20h, suivie d'une rencontre avec Ingrid Caven et Jean-Jacques Schul. Je vais laisser la parole à Pierre Asenreich qui va modérer cette table ronde. Merci. Merci Philippe. Merci mesdames et messieurs d'être là cet après-midi. Pour parler des rapports au niveau des coproductions franco-allemandes, des rapports artistiques, culturels et économiques, nous avons un plateau de choix cet après-midi, puisque avec 5 invités qui ont connu plus ou moins récemment les expériences de production franco-allemande, de coproduction franco-allemande, ils vont pouvoir donc nous faire un retour d'expérience de ce couple particulier dans le cinéma qu'est l'Allemagne et la France. Donc j'ai l'honneur d'appeler Madame Annina Diener, donc chef costumière de Michael Colas. Donc c'est quelqu'un qui, évidemment, travaille beaucoup aussi en Allemagne, puisqu'on lui doit comme film Fremder Freund d'Elmer Fischer, Die Sonnengöttin de Rudolf Thome. Et elle a un talent particulier, et c'est une singularité également pour la France. Elle est également chef décoratrice, et elle avait assuré les décors également de Fräulein Stines Fährt die Welt d'Erika von Möller. Voilà, donc je pense qu'elle va avoir beaucoup de choses à nous dire. Après, donc, nous avons Florence Gilles, productrice et exécutive de Michael Colas, sur Michael Colas, représentant la société de production Les Films d'ici. Elle est également productrice exécutive de El Impenetrable de Daniele Incaltatera et Fausta Quattrini. Directrice de production du film Traduire de Norita Vive et directrice de la post-production déjà avec d'Arnaud Despalières. Voilà, donc une expérience avec ce réalisateur particulier. Autre producteur exécutif, Frédéric Denigian de la société Esquad. Donc, producteur exécutif de La Belle et la Bête de Christophe Gans, qui sort, je crois, en France le 12 février, dont on va pouvoir voir la bande-annonce cet après-midi, comme on verra également la bande-annonce de Michael Colas qui avait été distribuée l'été dernier. Il est également producteur exécutif donc, de Zoulou de Jérôme Salle, de Mes héros d'Éric Bénard et de Martyr de Pascal Laugier, entre autres, parce que Frédéric a une filmographie très fournie au sein de la société Esquad. À côté, Donc, à ses côtés, nous avons Monsieur Pierre-Yves Guéraud, créateur des costumes de La Belle et la Bête, également technicien reconnu dans son domaine au niveau international, puisque La Belle et la Bête, on en discutera, est une coproduction franco-allemande donc internationale, mais il est également le chef costumier de Cloud Atlas, le film de Tom Tykwer et d'Andy Elena Wachowski. Le parfum de Tom Tykwer et Indochine de Régis Varnier il y a quelque temps, mais comme c'était un film qui avait marqué beaucoup de gens, je tenais à le souligner. Et puis notre dernière... excusez-moi. Et notre dernier invité, donc Jean-Paul Mugel, un de nos très grands ingénieurs du son,
qui vient de terminer The Cut de Fatih Akin, donc le cinéaste allemand originaire de culture turque. Hein, c'est ce qui est sa grande particularité dans le paysage du cinéma allemand, dont le succès international de l'autre côté nous était parvenu évidemment jusqu'ici. Jean-Paul Mugel a également une filmographie très fournie, hein, puisqu'on lui doit entre autres Leçon de crime d'amour d'Alain Corneau, Alexandre d'Oliver Stone, et une collaboration toute particulière avec Wim Wenders sur Les ailes du désir, Jusqu'au bout du monde, Paris, Texas. Et je crois que vous aviez commencé comme preneur de son sur l'état des choses. Voilà, donc c'était la personne tout indiquée. Tout indiqué pour nous parler de cette relation de coproduction franco-allemande. Voilà. Alors, on va commencer par passer les deux bandes annonces des deux films. Donc, d'abord Michael Colas et ensuite La Belle et la Bête. Puis on entamera la discussion et à peu près au milieu de la discussion, on passera deux extraits. Donc, un de Michael Colas pour éclairer vraiment le travail de création d'Anina Diner, et également un extrait des Ailes du désir sur lequel avait travaillé Jean-Paul Mugel. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Alors Florence, comment s'est élaboré le choix de ce casting européen qui rassemble notamment une star internationale danoise avec Mads Mikkelsen, deux acteurs emblématiques allemands et français, avec Denis Lavant et Bruno Ganz? Alors sur le casting, déjà le réalisateur Arnaud Despalières voyait pour Michael Colas un acteur étranger, parce que pour lui, il pensait qu'il n'y avait pas d'acteur français capable d'incarner Colas à ses yeux. Et en fait, ce qu'il recherchait, c'était en gros un espèce de Clint Eastwood version quarantaine, qui n'existait plus évidemment. Et donc, ses choix se sont faits. Il a vu un certain nombre d'acteurs, de Viggo Mortensen, voilà, il y en a un certain nombre qui sont passés. Et puis, sa directrice de casting, Sarah Tepper, a évoqué Mads Mikkelsen. Tout ça, c'était en 2008. Voilà, et donc il a regardé Pusher à l'époque. Il a été très impressionné par évidemment les qualités physiques et la performance de Mads dans ces films-là. Mais il s'est dit bon, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas Colas pour moi. Puis après, il a revu After the Wedding. Et à ce moment-là, il s'est dit, en effet, cet acteur est aussi capable d'incarner un homme comme tout le monde. C'est ce qu'il voulait aussi pour Colas, c'est-à-dire qu'il y ait cette double personnalité d'une certaine façon, donc une très grande force de caractère. Un acteur très physique, mais aussi quelqu'un qui pouvait incarner un bon père de famille, voilà, puisque c'est ce qu'il est au départ. Donc voilà. Donc évidemment, dans l'ensemble le casting s'est élaboré d'abord avec l'acteur principal, puisque Colas est dans 95% du film. Je crois qu'en tout, il n'était pas là 3 jours de tournage, sur tout le tournage, donc voilà. Et après, évidemment, se sont construits les autres rôles. On était évidemment dans une coproduction franco-allemande. Là aussi, il y a eu pas mal de discussions sur les acteurs allemands et sur quel rôle. En fait, au final, n'est resté que le prédicant,
David Cross, puisque, alors je ne sais pas comment est considéré Bruno Ganz pour les Allemands, mais officiellement il est suisse. D'accord, voilà. Ainsi que David Bennett, même s'il travaille beaucoup en Allemagne, officiellement il est aussi suisse. Donc il n'y avait qu'un acteur allemand qui était David Cross. Et puis Denis Lavant au départ était pressenti pour le rôle de César. Et en fait, pour des raisons de planning, puisque le tournage a été décalé, et Denis n'a pas pu être disponible aussi longtemps. Et donc, voilà, il a changé de rôle dans le film. Voilà. Et Bruno Ganz est arrivé presque en dernier dans le casting pour lui, le rôle du gouverneur. Frédéric, est-ce que vous étiez aussi dans ce même type de démarche, c'est-à-dire avec un film qui a priori, avec un budget assez conséquent et ouvert vraiment à une distribution internationale, alors que vous avez choisi par exemple Léa Seydoux et Vincent Cassel, qui ont l'habitude aussi des productions internationales, qui ont l'habitude de tourner dans des grosses productions anglo-saxonnes notamment. Est-ce que vous aviez pensé à un moment donné choisir un acteur anglo-saxon à la place de vedettes françaises ? Non, c'est vrai que compte tenu du projet, du budget du film, c'est posé la question de tourner le film en anglais ou pas à un moment donné, mais nous, ça n'a jamais été ni dans la tête de Christophe Gans, ni de Richard Grandpierre ou moi-même. On voulait absolument que ce conte reste un conte européen. Donc on voulait absolument le faire en français. Et dans la tête de Christophe Gans, pour avoir fait Le Pacte des loups, la seule bête qu'il voyait, c'était Vincent Cassel. Quant à La Belle, c'est vraiment venu dès le début du projet, qui est une brillante idée de Richard Grandpierre, on a eu 2-3 noms qui ont circulé, mais très très rapidement, le couple Cassel-Léa Seydoux est apparu. On va dire dans nos petits bureaux en 3-4 jours. Voilà, il n'y a pas eu d'hésitation et c'est vrai que pour le coup ce film n'a pas un casting très très important, il y a peu de rôles, donc c'est vrai qu'on a vite trouvé les deux protagonistes. Florent, est-ce que pour Michel Collas, à un moment donné, s'est posé la question de, soit par rapport au, disons, un casting international, de le tourner en anglais, ou par rapport au roman donc d'Heinrich von Kleist, de le tourner en langue allemande? Est-ce que ça s'est posé? Non, jamais. Non, on n'a jamais évoqué ça. D'accord. Pour quelle raison, vous savez? À la fois parce que Arnaud Despalières a toujours vu cette adaptation dans les Cévennes. Et donc, même si un certain nombre d'acteurs dans le film gardent un accent, il était pour lui absolument évident que ce soit en français et rien d'autre. Donc voilà, donc ça n'a jamais été abordé, mais vraiment pour des raisons artistiques. D'accord. Anina, pourquoi Arnaud Despalières a-t-il fait appel, parce que vous m'avez posé la question, à une chef costumière allemande, et précisément allemande? Parce que surtout, c'est une histoire de protestants. Et donc, il avait en fait aussi peur que les costumes aient un petit finissage catholique, donc très dans le décoratif. Et comme il ne voulait pas de costumes et des vêtements, c'est pour ça que pour lui, je pense que c'était très très important que ça soit un créateur ou créatrice de costumes qui viennent de l'Allemagne, ou bien plutôt aussi du pays scandinave, mais en tout cas pas du sud de l'Europe. D'accord. Il avait dit à Anina sur les premières réunions auxquelles j'assistais, qui étaient un peu difficiles, il lui avait dit, quand elle amenait des books absolument formidables et magnifiques avec des références de tout genre, sur les premières rencontres, je t'avertis, je ne veux pas qu'on remarque les costumes ou que tu aies un César pour les meilleurs costumes. Ça serait le pire qui puisse arriver. Donc voilà, la directive était assez claire.
Par contre, j'ai fait un oubli. Dans le hall, vous verrez des dessins, des croquis, des costumes, enfin dessinés donc par Anina Diner, qui sont exposés dans le hall. Voilà. Donc, vous pouvez voir également son travail, évidemment, de cette façon. Pierre-Yves Guéraud, est-ce que le conte de la Belle et la Bête était pour vous le projet rêvé qui vous a décidé donc d'aller de participer à ce film, ou bien y avait-il d'autres raisons qui étaient en dehors du conte en lui-même? J'avais rencontré Christophe pour 2 autres projets qui n'avaient pas encore vu le jour, qui n'ont pas vu le jour. Donc on s'était déjà croisés à ce moment-là. Non, production Frédéric m'a appelé pour connaître mes disponibilités. J'ai répondu présent parce qu'effectivement c'était une superbe aventure à tenter en tout cas. Combien de temps a duré la production du film, Frédéric, sur ce? La première fois où on a évoqué La Belle et la Bête avec Christophe Gans, c'était il y a 2 ans et demi exactement. Et donc il nous a donné le script en janvier 2012, si je ne m'abuse. Nous avons commencé le tournage en novembre 2012 et fini il y a 1 an, début février 2013 à Babelsberg. Et depuis, on a fait 1 an de travaux sur les effets spéciaux. Le film existe depuis 10 jours à peu près. Pourquoi avoir choisi Babelsberg ? Tout d'abord, donc, on voulait vraiment... moi j'ai essayé de faire mon travail, donc bien sûr, j'ai regardé en France, au Canada, mais on voulait vraiment le faire en Europe, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'après, au-delà sans parler de production, déjà il fallait un outil de travail. Et c'est vrai qu'on a eu la chance à Berlin d'avoir, à Potsdam plus exactement, un site qui était vide. Et donc on a utilisé tous ces espaces, et c'est vrai que, bien sûr, malheureusement, il n'y a pas ça en France, et il y a peu de pays en Europe où il y a autant d'espace, et donc c'est venu assez naturellement, d'autant qu'on voulait aussi que ce soit doublé d'une expertise technique, et on le savait, puisqu'on était entouré de gens qui avaient beaucoup travaillé en Allemagne. Pierre-Yves avait déjà travaillé en Allemagne, le directeur de la photographie, Christophe Bockern également. On savait qu'il y avait cette expertise, et que cet esprit européen autour de ce conte européen, on va dire, puisqu'on a pu entendre, c'était parfait pour nous. Donc on a foncé là-bas et c'était vraiment l'endroit pour le faire, je pense. Anina, est-ce que c'était votre première expérience dans une coproduction, en tant que coproduction franco-allemande, Michel Collas ? Non, parce que j'ai eu la grande chance dans mes débuts d'être 3e petite assistante costume sur le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Et entre-temps, j'ai aussi travaillé sur Premier Noël dans les tranchées. Et j'ai pas mal tourné avec des productions allemandes en France, dans un autre poste comme chef déco. Donc j'ai une expérience à peu près d'une 20aine d'années, et ça a beaucoup changé, je peux dire. Quel changement avez-vous remarqué dans l'ambiance des équipes ou leur organisation ? Est-ce qu'il y a vraiment des méthodes différentes entre les équipes françaises et allemandes ? Non, je ne pense pas que c'est vraiment une question de méthode de travail, mais c'est une question des 2 pays qui s'acceptent. Par exemple, dans un essayage dans La Reine Margot, on avait quand même des acteurs très très connus. Morel Bickel a dû se faire parler comme « Ah, votre poste, une Française aurait pu le faire, pourquoi vous êtes ici comme Allemande ?» Je veux dire, ce genre de cliché, ça nous tapait à la tête. Et aujourd'hui, ça s'est adouci ? Ça n'existe plus du tout. Ça n'existe plus du tout. Voilà, donc je pense que ça, c'est quand même un très très grand changement. Jean-Paul Mugel, comment avez-vous été choisi pour être l'ingénieur du son sur Cut, le film de Fatih Akin ? Il y avait un casting, ce qu'ils font en général. Maintenant, ça se fait de plus en plus, on fait un casting. Donc il y a quelques noms qui viennent. Le film devait se faire en anglais. Donc souvent, quand il y a un film en anglais, on m'appelle. Et donc j'ai rencontré Fatih Akin à Cannes l'année dernière, je crois. Et puis, non, pas l'année dernière, l'année d'avant. Voilà, et donc il a décidé de me prendre. Et sur quoi se porte le choix ? Il se détermine... C'est déjà le contact humain. D'accord. C'est une rencontre
informel et on parle de tout et de rien. Et voilà, il s'est dit qu'il pensait qu'on allait bien s'entendre et on s'est très bien entendu. Parce qu'on sait que Fatih Akin est un fou de musique. Enfin, c'est quasiment sa seconde passion après le cinéma. Il est lui-même DJ. Est-ce que c'est une passion que vous partagez avec lui? Est-ce qu'il a senti ça immédiatement? On la partage parce que dès qu'il y a une fête sur le tournage, c'est lui qui est DJ. Donc, d'ailleurs, comme Wim Wenders qui fait la même chose aussi sur les fêtes. Et bon, c'est comme ça qu'on connaît sa musique. Et qu'il a fait partager. Pierre-Yves, vous êtes un habitué donc, des studios allemands de la Bavaria et de Babelsberg, que vous avez déjà fréquenté avec Tom Tykwer, donc pour les réalisations du Parfum et de Cloud Atlas. Quelle ambiance de travail et quels moyens y trouvez-vous comparé à ce que vous avez pu connaître en France notamment? Un vrai travail de studio où on peut avoir les ateliers très proches des plateaux. Enfin, en Allemagne, le créateur de costumes est toujours considéré comme quelqu'un devant suivre tout le tournage, ce qui est, à part sur La Belle et la Bête, assez peu le cas en France, où on attend du costumier qu'il disparaisse dès que le tournage commence, ce qui est de plus en plus la tendance, et ça s'accentue encore plus. Enfin, les dernières expériences que j'ai pu faire en France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est censé concevoir les costumes et disparaître au premier tour de manivelle, alors qu'en Allemagne, c'est vraiment quelque chose qui leur viendrait même pas à l'idée, vraiment. Si on essaye justement de se défiler en fin de production pour partir sur un autre projet, ça c'est pas du tout, pas du tout bien vu. Donc déjà, ça c'est très 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 important. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Vous travaillez avec des équipes qui sont allemandes aussi directement? Alors sur La Belle et la Bête, parce oui. qu'on a beaucoup dit que tout s'était fait en Allemagne, mais les costumes ont été faits en atelier à Paris. Comme la préparation que j'ai eue était quand même assez courte, je suis arrivé assez tard sur le projet. On a commencé les costumes à Paris, on a transféré l'atelier à Babelsberg pour qu'il puisse mordre sur le tournage. Et l'équipe a été mixte dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a les chefs tailleurs avec lesquels je travaille d'habitude ont été transférés après à Babelsberg, mais une partie des tailleurs allemands sont venus aussi. On a mixé l'équipe dès le départ comme ça. Voilà. Anina, vous aviez aussi une équipe mixte avec vous, enfin française et allemande, ou comment ça s'est passé? En fait, on a eu en France un renfort français, mais on était une toute petite équipe, hein. On était quand même 6 personnes. Et donc, j'avais avec moi mon équipe allemande. Et donc, en fait, il ne s'agissait que de 2 personnes, la couturière de plateau et un renfort de garde-robe. Combien de costumes avez-vous créé pour Michel Colas? En totalité, on avait 700 costumes qui ne se voient pas tous dans le film. Réalisés avec 3 personnes, donc à peu près? Non. Tous les costumes ont été dessinés, fabriqués, mais les ateliers étaient à Pologne, Pologne, parce qu'on avait un budget quand même très, très limité et je ne voulais pas aller en location pour les costumes. Donc on les a fait à l'Opéra en Pologne et j'avais établi un petit atelier dans mon atelier à Berlin. Pierre-Yves, vous avez créé combien de costumes pour ce film à peu près? 150, 400. Il y a eu beaucoup de doubles pour les comédiens principaux parce qu'il y avait des secondes équipes, des effets spéciaux, des choses comme ça. Et puis une partie de la figuration aussi a été fabriquée. Voilà. Les rôles principaux ont été faits en France. On a fabriqué en Allemagne à Babelsberg et sous-traité certaines séries en Pologne aussi. Voilà. Par rapport à la production de La Belle et la Bête, on remarque à travers cette très belle bande-annonce qu'il y a évidemment une utilisation importante des trucages numériques, enfin un recours à l'image de synthèse. Est-ce que sur la fabrication des costumes, ça joue un rôle désormais?
On a essayé de pas trop en tenir compte parce que si on énumère toutes les contraintes, on se retrouverait avec des costumes très minimalistes. Alors vraiment, ça a été justement, voilà. Donc c'est au niveau du laboratoire de la post-production qui se débrouille pour faire le lien. On a préféré avoir plusieurs exemplaires que des choses, voilà. Il y avait les contraintes de fond vert, fond bleu avec des robes bleues, des robes vertes. Donc il y avait toute une rotation qui était un petit peu, voilà. Mais à part ça, non. On a essayé de pas trop. La post-production au niveau des trucages, vous l'avez assurée également en Allemagne ou... Non, en fait, une toute petite partie en Allemagne, c'est très spécifique, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est maritime, on va dire, qui avait travaillé sur Master and Commander, donc les fameux bateaux que vous avez vus, mais c'est une toute petite partie, puisqu'on avait pratiquement 1000 plans en effets spéciaux. Ils ont dû en faire 5 ou 6, mais majeurs, puisque c'est le début du film, donc il fallait... non, mais tout a été fait au Canada. D'accord. Tout a été fait au Canada, par 8 ou 9 sociétés différentes. C'est tout un assemblage et beaucoup de monde. On va passer maintenant 2 extraits, donc un de Michel Collas pour encore étudier le travail d'Anina Diner, et puis enchaîner immédiatement avec un extrait des Ailes du désir, pour évidemment parler du travail du son par Jean-Paul Mugel. Voilà, donc on va à nouveau faire le petit déménagement et on revient. Anina, je vais vous demander, parce que on a passé l'extrait de Michel Collas en premier, donc on remarque dans cet extrait une correspondance sensorielle, disons, entre le costume et le paysage qui entoure, l'environnement qui entoure les personnages principaux. Comment avez-vous travaillé ça d'abord? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça a été pensé en amont? Oui, c'était absolument voulu. Et quand je suis venue la première fois dans les Cévennes, en fait, j'ai ramené des pierres, des cailloux, du sable, des branches, tout ce que j'ai pu trouver, parce que tous les costumes ont été teints aussi. Donc, à l'origine, les tissus étaient écrus ou blancs. Et au fur et à mesure, parce qu'on a quand même commencé à tourner au début, au fin été, on est rentré dans l'automne jusqu'au début d'hiver. En fait, on n'a pas arrêté de teindre, reteindre, patiner, changer la couleur des costumes pour que ça soit toujours un peu dans la couleur des paysages. Est-ce que vous participez beaucoup à la création des costumes avec les comédiens également, enfin les acteurs et les actrices? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait bien en amont avec eux par rapport à l'idée qu'ils se font du personnage, ou ça se fait au jour le jour pendant le tournage? D'abord, je pense que l'acteur doit plus avoir la sensation de porter un costume, mais de porter un vêtement. Donc, ça ne doit pas vraiment, sauf si c'est vraiment voulu, quelque chose qui le dérange ou qui la dérange. Et ce sont les acteurs qui donnent en fait aussi une âme à la création. Donc, si un acteur ou une actrice ne se sent pas bien avec une étoffe ou avec un tissu, une coupe, une forme, j'essaye de voir avec l'acteur de comment faire pour que ça va pour cette personne, pour le personnage. Mais sinon, dans le développement, dans la conception du costume, c'est pas vraiment avec l'acteur, c'est plutôt avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et après, je pense que c'est une certaine liberté d'après ce qui se passe aussi pendant le tournage, ce qu'on fait avec les costumes, parce qu'ils ont une vie aussi. Puis des fois, on change aussi un peu le costume. Pierre-Yves, vous aviez une feuille de route précise par rapport aussi à la création des costumes. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec le décor, comme on l'avait dans Michel Collas? Parce que malheureusement, on n'a pas encore vu, enfin, personnellement, je n'ai pas encore vu le film, et le public ici. Est-ce qu'il y avait une idée esthétique qui était conductrice comme ça à travers la création de... Ah oui, parce que très en amont, il y a eu des visuels qui ont été faits, je pense, des décors avec déjà des silhouettes. Et je crois que moi, quand je suis arrivé sur le projet, l'idée de la partie entre guillemets contemporaine, faire Premier Empire et le monde de la bête Renaissance était déjà établi quand je suis arrivé sur le projet. Donc, voilà. C'était au niveau du scénario déjà, Frédéric, que ça apparaissait, ça, ou c'était... Au niveau du scénario, oui. Et puis Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'était une donnée de départ. Et
Vous accompagnez aussi donc, actrices et acteurs dans le perfectionnement du costume pendant le tournage. Comment ça se passe? Oui. Ouais. Léa était assez présente par rapport à ça. Oui. Mais je crois qu'elle tenait justement à ne pas avoir elle tenait à vraiment avoir des costumes féeriques, donc je crois qu'elle a beaucoup insisté aussi pour qu'on fasse Renaissance pour se donner plus de liberté et d'extravagance en tout cas. Jean-Paul, par rapport à... Bon, là, c'est un travail essentiellement, évidemment, visuel. Le vôtre, par rapport à l'extrait qu'on a vu... Alors déjà, est-ce que vous maîtrisez la langue allemande? Est-ce que vous la comprenez? Non. Non. Donc comment vous faites pour enregistrer ces voix? Est-ce que vous vous basez sur la musicalité, sur... Oui, oui. Bon, c'est la musique de la langue germanique. Mais de toute façon, dans le film, il y avait pas beaucoup d'allemand, il y avait pas mal. Bon, déjà, la langue parlée sur le tournage était l'anglais, parce que le chef opérateur était français, c'était Henri Elkan. Donc Wim lui parlait ou en français ou en anglais. Et donc la langue sur le plateau était ou français ou anglais. D'accord. Mais sinon, pour enregistrer, je pense ce qui se dit toujours, c'est que le français est la langue la plus difficile à enregistrer. Parce qu'on est vraiment très monocorde. Et alors que, par exemple, l'anglais est la langue la plus facile. Et l'allemand est une langue gutturale aussi, est une langue facile. Et vous partez du scénario pour imaginer les sons ou vous les... Là, déjà, c'est l'histoire des Ailes du désir, c'est un peu spécial parce que c'est un film qui s'est monté très vite. Parce que Wim avait gagné beaucoup d'argent sur Paris, Texas. Et il était obligé de dépenser l'argent avant la fin de l'année, sinon tout partait en impôts. Donc le film s'est lancé très vite et il pensait que... il avait demandé à Peter Hanke d'écrire des dialogues. Et Peter Hanke avait écrit la scène des anges dans le magasin de voitures BMW. Il y avait donc ils font un peu le point sur toute leur journée. Et donc il y avait tout ce texte-là. Et quand Wim l'a relancé, il a dit que c'était fini, tu lui donnais ça et c'était tout, parce qu'il avait écrit 2 bouquins qui étaient crevés, tu ne pouvais pas. Donc Wim avait déjà lancé le film. Donc au jour le jour, on découvrait comment allaient être les anges pendant tout le début du film, alors qu'on avait commencé par les scènes du cirque. On avait les anges qui apparaissaient, qui venaient sur le plateau en montrant des costumes avec les ailes sur le dos. Les trucs. Et bon, après, ça a été décidé pour juste le costume sombre et le cache-nez. Mais donc, tout ça s'est décidé au fil des jours, pendant le tournage. Également l'idée de très belle, enfin qui est quasiment unique, de ces voix intérieures où voilà. Les anges. Et toutes ces voix, donc il y en a pas mal que j'ai enregistrées, mais beaucoup qui ont été faites après, justement dans tous les textes dans le métro, quand il a inventé des textes pour tous ces gens-là, et tout ça c'est du travail de post-production. D'accord. Vous avez participé à ce travail-là? Non, que le son direct sur le... Non, moi j'avais fait celle de Peter Falk, parce qu'il devait repartir, etc. Donc j'ai fait les acteurs, mais j'ai pas fait... J'en ai fait très peu sur la figuration. Pierre-Yves, quand vous avez travaillé sur Cloud Atlas avec Tom Tykwer et Lena et Andy Wachowski... Moi, j'étais sur la partie Tom Tykwer, parce que... D'accord, voilà, pas sur la partie... Eux-mêmes avaient leur créatrice de costumes. D'accord, donc c'était... rappelez-moi, c'était quelle époque à peu près Les années 30. Les années 30. Ben Whishaw, les années 70 et la partie contemporaine. D'accord. Voilà. Et là, vous aviez aussi donc des acteurs anglo-saxons, enfin américains. Oui. Et le casting bougeait sur les... Voilà. D'accord. Et vous avez vu à travers ce casting, donc avec quelques stars américaines, parce qu'il y a Halle Berry et Tom Hanks notamment, est-ce que vous avez vu des pratiques différentes dans la façon d'appréhender le costume ou le travail avec un chef costumier? Ils sont plutôt plus flexibles que bien d'autres. Non, il y a pas de... Ils sont assez disciplinés. Non. D'accord. Beaucoup très disciplinés. Florence, comment était répartie la coproduction entre l'Allemagne et la France sur le plan financier et au niveau de l'attribution des postes techniques sur Michel Collas? Est-ce que... En fait, sur la répartition, on était à 20% pour l'Allemagne, 80% la France.
puisque le film a été en coproduction avec Arte. Et on a eu le grand accord Arte et après le mini-traité. Et le mini-traité franco-allemand nous imposait 20% minimum sur l'Allemagne. Après, tout ça s'est construit au fur et à mesure de la production. On a demandé le crédit d'impôt pour la France. Ce qui nous a, donc en contrainte pour ceux qui ne maîtrisent pas ça, on avait donc un tournage qui se pensait 100% en France, et on avait un certain nombre de techniciens qui pouvaient être allemands ou d'équipements techniques. Et donc le chef de poste artistique qui a été choisi, c'était les costumes pour l'Allemagne, voilà. Et donc tout le reste, c'est réparti en fonction. Comment on arrive ? Alors j'imagine qu'il y a, par rapport à tous ces règlements qui permettent en fait d'avoir des aides, différentes aides européennes en provenance des différents pays, est-ce que ces aides, enfin ce système-là est une vraie contrainte ou malgré tout à l'intérieur on arrive vraiment à porter une certaine liberté artistique ? Comment ça ? Oui, bien sûr, ouais. C'est une contrainte, mais comme toute contrainte, on en fait, au niveau artistique, on en fait toujours quelque chose. Et non, c'est pas du tout. Faut respecter les règles, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il y a une grande liberté de choix. Possible. Oui, bien sûr. Frédéric, c'est pareil pour vous. Je crois que le budget est 33 millions d'euros. Un petit peu plus. Ce serait combien, si c'est pas indiscret ? C'est un peu plus de 35 millions. D'accord. Ce qui est déjà un budget conséquent évidemment pour la France. Enfin, très conséquent. Oui, je crois que c'était le plus gros en 2012. Oui, c'est assez exceptionnel en France, oui. Mais à budget équivalent pour une super production américaine avec à peu près, avec les mêmes niveaux techniques, c'est pas grand-chose par rapport à. Non, vous savez, après c'est toujours difficile de comparer, mais je pense qu'un film du même genre aux États-Unis peut coûter entre 80 et 100 millions de dollars. Ouais. Mais après, tout ça, c'est des comparaisons qui ne sont pas vraiment. Mais voilà, après, on a chacun nos façons de travailler. Et est-ce que ce système aussi d'aide européenne, enfin d'apport financier de différents pays, est-ce que pour vous c'est une vraie liberté ou c'est une contrainte à laquelle C'est une liberté dans la mesure où le projet existe, donc on est heureux et libre. Après, évidemment, il y a forcément des contraintes, mais on s'y plie et on arrive à faire les bons choix artistiques. Ça nous fait réfléchir un peu plus, mais c'est toujours dans le bon sens, j'ai l'impression, et on arrive. Voilà, quand on fait une coproduction avec un pays comme l'Allemagne, il n'y a aucun problème à trouver des échanges artistiques et c'est plutôt très intéressant et ça ne pose pas de problème majeur. Ce sont des contraintes qu'on est tout à fait prêt à supporter, il n'y a aucun problème. D'accord, très bien. Anina, pour en revenir à la partie création, est-ce que... alors, on dit souvent que le costume, c'est l'élément cinématographique par excellence qui donne l'époque de l'histoire qui se déroule, enfin que l'on voit à l'écran. Là, en voyant Michel Collas, on a plus le sentiment que le costume fait exister le personnage en lui-même, peut-être indépendamment d'une époque réellement datée. On devine évidemment que c'est le XVIe siècle, enfin un Moyen-Âge tardif, mais on n'est peut-être pas dans l'exactitude historique du vêtement de l'époque. Est-ce que vous aviez pris d'emblée cette liberté ? En fait, chaque costume, j'ai eu vraiment des grandes recherches pour après justement avoir la liberté de décomposer ou de simplifier, de réduire, d'être très très minimaliste. Donc la coupe est respectée, les proportions et puis aussi en fait les matières. Mais j'ai absolument pas respecté tout ce qui est de côté décoratif. Donc il n'y a pas de broderie ou de dentelle, de perles, mais les étoffes sont pas des étoffes très riches. Il n'y a pas
c'est le plus simple qui puisse exister en tissu. Mais la base est quand même vraiment la base historique, suivant ce qu'on peut consulter, des peintures, des gravures, des livres. Donc, je veux dire, toutes ces recherches ont été faites. Et puis arrive cette documentation aussi, parce que comme là vous parliez d'une époque Renaissance, notamment pour la Bête et Empire pour la Belle, vous avez fait aussi une recherche historique très poussée pour ces costumes. Oui, beaucoup de documentation, et puis ensuite, justement, l'oublier, l'avoir suffisamment intégré pour partir sur des choses plus stylisées aussi. C'était assez épuré, en fait, finalement, comme costume. Qu'est-ce que vous vous basez d'abord par rapport au scénario? Enfin, vous voyez immédiatement le personnage à travers le scénario. Comment ça se passe? Ou vous attendez peut-être que le casting soit défini avant d'imaginer le costume pour l'acteur? Il y avait déjà un univers qui était posé par tous ces storyboards et illustrations qui étaient faites en amont. Le casting était donné au départ. J'ai rencontré Léa, et puis ensuite on s'est mis très vite en fabrication, d'essayer de déterminer les silhouettes qu'on voulait, en les remodernisant un petit peu. Et puis, moi, je passe pas vraiment par le dessin, c'est tout de suite, très vite, à la coupe. Et voilà, c'est vraiment... ça se fait un petit peu de façon artisanale. Ce sont les étoffes qui vous inspirent, oui, la matière, étoffes, la couleur, la coupe, la recherche de volume. Et puis ensuite, ça se nourrit, ça se construit, voilà. Voilà. Jean-Paul, vous nous avez dit que Wim Wenders ainsi que Fatih Akin partagent le même amour de la musique, mais ils ont aussi un certain goût pour le voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît particulier à ces artistes de langue allemande? Ou c'est vrai que ces deux réalisateurs ont fait des films dans beaucoup de pays, Fatih surtout en Turquie, et Wim beaucoup aux États-Unis et autour du monde, juste au bout du monde. Et mais c'est vrai, ce sont des grands voyageurs tous les deux, et ils aiment bien, ils écrivent des histoires qui se passent dans plusieurs pays. Et c'est quelque chose qui vous attire pertinemment, cette idée du voyage à travers ces réalisateurs, ou Moi, j'ai la chance de travailler avec énormément de réalisateurs qui sont de pays très différents, et donc j'ai travaillé dans énormément de pays. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, c'est les sonorités étrangères qui vous attirent, ou comment ça? Oui, mais c'est découvrir d'autres cultures. Et c'est aller moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de voyager en travaillant que de voyager comme touriste. Donc, j'ai la chance de pouvoir le faire. Pour en revenir aux Ailes du désir, c'est un film prémonitoire par rapport à la destinée heureuse de Berlin qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de cinéastes, j'en discutais avec Volker Schoendorf il y a 3 semaines. Pour lui, il n'y avait que Wim Wenders à l'époque, en 87, qui pouvait penser ça. Parce qu'a priori, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire aussi, Anina, a priori, c'était impensable, vu de France aussi, que Berlin s'ouvre comme ça 2 ans plus tard. Est-ce que au moment du tournage du film, vous aviez cette prémonition qui était partagée, ou vous pensiez que ça restait juste une idée fictive? Non, c'est-à-dire que lui, il a montré quand même ces anges qui passaient de l'autre côté du mur, et on avait donc construit un faux mur, et dans cette idée d'aller se promener comme ça de l'autre côté, c'est vrai que c'est des choses qui étaient là sur le tournage. Mais avec Wim, on n'en discutait pas beaucoup. Il travaillait énormément, il n'arrivait pas à dormir parce qu'il écrivait les scènes pendant la nuit, et donc il était vraiment très fatigué pendant le tournage. Florence, est-ce que vous avez pensé pour Michel Collas à délocaliser certaines scènes en Allemagne, en tourner certains extérieurs en Allemagne, ou pas du tout? Non, pas du tout. Les 2 régions qui ont été choisies sont les Cévennes, l'Écosse des Cévennes
et le Vercors en Rhône-Alpes. C'est vrai que c'est des paysages magnifiques, très durs, très âpres. Mais on ne les a pas imaginés ailleurs. Enfin, sur l'Allemagne, on ne s'est jamais dit on pourrait faire la moitié du tournage là-bas, parce qu'on se disait... c'est quand même l'histoire d'un marchand de chevaux qui amène ses chevaux d'un lieu à un autre, et quand même passer des Kos-Sevenol à l'Allemagne, on aurait eu un peu de mal à raccorder le tout. Donc non, c'était vraiment là-dessus, imaginé comme ça. Frédéric, vous avez tourné des extérieurs en Allemagne ou c'était juste la partie studio? Très peu. On a tourné, on avait de la chance à proximité des studios à Potsdam, il y a des belles forêts. Donc c'est vrai qu'on a utilisé quelques belles forêts, et un décor dont on a utilisé la base, mais tout le reste a été fait en studio avec des décors fabriqués ou ensuite uniquement en effets spéciaux. Au moment de la production, enfin pour la pré-production, pour l'investissement sur le film, je suppose qu'il y avait un tour de table aussi avec des investisseurs allemands, enfin coproducteurs. Comment... Oui, quand on a eu le script en janvier, je suis allé à Berlin. En février, c'était la bonne occasion. C'était donc en 2013, oui, 2013, je ne sais plus trop, 2013, juste avant... Oui, c'est ça, 2013. Et puis donc j'ai rencontré les gens des studios, quelques investisseurs là-bas, et ma foi, ça s'est très vite mis en place, très vite mis en place. Mais on avait déjà, le film existait, on avait déjà un financement concret, on a juste trouvé des partenaires qui ont été les studios de Babelsberg et qui nous ont accueillis à bras ouverts. D'accord. Il n'y a pas eu du tout de réticence. Vous aviez déjà des images à proposer, ou je suppose Non. On avait un réalisateur, des comédiens. On savait ce qu'on allait faire, et donc on a parlé du projet. Mais voilà, on avait déjà une équipe artistique qu'on a complétée, bien sûr, avec une équipe allemande par la suite. Et il s'est avéré que, bien sûr, très rapidement, l'équipe était principalement allemande, puisque tout s'est tourné là-bas. Mais non, on a juste exposé notre projet, et techniquement, ils pouvaient nous accueillir, donc l'histoire fut belle. Par rapport à la renaissance des studios de Potsdam-Babelsberg en 92, Volker Schondorf m'expliquait aussi que ça a mis 20-25 ans vraiment à démarrer depuis 1992. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que c'est une activité, enfin ce studio-là, particulièrement en Europe, a vraiment trouvé sa vitesse de croisière? Écoutez, vu les installations déjà, c'est vrai que ça a l'air de bien fonctionner, puisque c'est vraiment extrêmement bien entretenu. Et puis, moi, c'est vrai que quand nous sommes arrivés, ils finissaient une production, donc ça semblait un peu vide, mais avant notre départ, il y a deux films. Il y a George Clooney qui est arrivé avec The Monument Men, Wes Anderson. Il y avait un troisième film. J'ai l'impression qu'on commençait à se pousser un peu, donc je pense qu'ils ont... Je ne suis pas très inquiet pour eux. Par rapport à notre Cité du cinéma qui vient d'être inaugurée, enfin, il y a quelques mois, est-ce que pour vous ces deux projets-là peuvent coexister vraiment? Comment ça... Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. Après, chaque site, je ne vais pas analyser ça comme ça, mais chaque site peut recevoir... c'est vrai que pour La Belle et la Bête, il nous fallait de nombreux plateaux qui n'existent pas en France, parce qu'on en a utilisé jusqu'à 7 ou 8 simultanés, dont des surfaces qui n'existent pas en France. Donc je ne me suis pas posé la question. Après, oui, on peut tout à fait... voilà, il y a de la place pour tout le monde quand tout le monde... est attirant, où on peut travailler. Il y a des bonnes équipes en France, donc des bons studios. Après, chaque site est adapté à des projets. J'ai fait aussi beaucoup de films en studio en France. C'est vrai que pour des films très, très, on va dire, lourds, qui ont besoin de beaucoup de superficie, c'est plus compliqué en France, peut-être. Voilà.
Florence, par rapport au tour de table que vous avez dû effectuer avec les investisseurs allemands, comment ça s'est passé? C'était difficile à les convaincre d'apporter ces 20% ou Déjà, pour replacer les choses, puisqu'on parlait budget tout à l'heure, on est sur un budget de 5 millions d'euros. Donc on est bien loin de La Belle et la Bête. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'au départ on s'est dit, Colas étant une histoire allemande et apparemment très très ancrée dans la culture allemande, on s'est dit qu'il n'y aurait aucun problème et que donc c'était assez naturel d'aller en Allemagne et que ça allait fonctionner très bien. Et notre coproducteur Luxfilm là-dessus nous a vraiment joué le jeu, mais les Allemands, chaînes de télé et partenaires financiers ont été beaucoup plus réticents. Parce que il y avait un truc un peu comment est-ce que un Français peut oser adapter notre Colas. Donc il y avait un truc de très très, enfin Anina peut-être peut en parler aussi, mais nous ça nous a beaucoup surpris et on se rendait pas compte à quel point dans la culture allemande c'était un peu intouchable. Donc là-dessus, ça nous a plutôt posé des problèmes, contrairement à ce qu'on pensait. Anina, vous pouvez. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, même les critiques allemands parlaient de ça. Et j'étais dans une école française en Allemagne, et puis je pensais plutôt que ça allait se passer en France. Pourquoi un réalisateur français adapte comme une histoire littéraire allemande et tourne ça en France? Mais bon, c'était pas du tout la question en France. Donc, j'étais vraiment aussi surprise de cette réaction en Allemagne. Jean-Paul Mugel, pour le film de Fatih Akin, donc, que l'on verra peut-être, je ne sais pas, cet été. Il doit passer à Cannes. Il doit passer à Cannes, donc on le verra au plus tôt à Cannes. Donc je pense que c'est toujours la société Pyramide qui est productrice en donc société française, voilà. Ouais. Mais avec un partenaire, je suppose aussi allemand. Ou... Il y a un partenaire allemand, il y a Fatih qui est dans la production, il y a un producteur italien aussi. Donc il y avait beaucoup de producteurs. D'accord. C'était un film assez cher, je ne sais pas quel est le budget, mais c'était au moins 15, je crois. C'est un film d'époque ou vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou... C'est un film, bon, je ne sais pas si je peux dire, non. C'est un film qui se passe en 1920. D'accord, donc un film d'époque. Ouais. Et en partie dans quel pays c'est pas trop... Donc ça s'est passé le gros du tournage on a tourné en Jordanie. Et on a commencé le film au Canada, avec une suite à Cuba, puis après au Canada. Et après, ils ont eu en production, ils avaient 3 régions d'Allemagne. Donc on était obligé d'aller dépenser de l'argent dans les 3 régions. Donc là, on a tourné des studios à Berlin, puis on est parti à Hambourg, et après on est allé à Cologne. Puis après on est reparti à Malte parce que le laboratoire français avait pané un peu des rushs et on a dû aller retourner quelque chose. Voilà. Donc on s'est beaucoup baladé. Pierre-Yves, vous avez là vous repartez bientôt peut-être sur une production franco-allemande ou allemande, 100% oui. allemande là, oui. D'accord. Mais tournée au Maroc. Tournée au Maroc. Et un petit peu aussi, on va se balader en Allemagne pour aller justifier les différents financements. Mais quelquefois, c'est pour une journée de tournage. Hein. Voilà. Et on trouve toujours donc cette liberté artistique malgré tout. C'est un décor finalement comme. Oui, de toute façon, le sujet tout devait se passer en Arabie Saoudite, mais ils n'ont pas eu l'autorisation de tourner. Voilà. D'accord. Ça sera, reconstitué entre le Maroc et Cologne et Berlin.
Frédéric, c'était votre première expérience en tant que production franco-allemande ou pas du tout là Oui, comme une véritable coproduction franco-allemande, c'est la première fois. Je connaissais les studios pour y avoir été il y a très longtemps, mais c'était la première fois que je fais une coproduction avec l'Allemagne. Et ma foi... C'est une expérience que vous êtes prête à... oui, que nous allons réitérer, je pense, en 2015. Pareil, ce serait pour à peu près le même type de film. Oui, on avec espère faire dans le même ordre de budget. Voilà, peut-être moins cher, j'espère, toujours. Mais oui, en tout cas, on aura l'occasion, je pense, de retourner là-bas. On a des projets qui peuvent s'y prêter. Toutes et tous, quelle est la qualité première que vous voyez dans cette relation franco-allemande, soit en termes de production, soit en termes de création artistique? Est-ce que vous voyez une singularité où vous dites, tiens, ça nous permet de faire telle chose qu'on ne ferait pas autrement avec tel pays ou tel autre? Est-ce que vous... Non, je pense qu'il y a plus de possibilités. Plus de possibilités. Si par exemple il n'y a pas des grands studios en France, on peut utiliser des gros studios à Babelsberg. En France, par exemple, la Cité du cinéma, il n'y a rien pour les costumes, par exemple. D'accord. Ça n'a pas été du tout prévu. Alors qu'à Babelsberg, il y a je ne sais pas combien, mètres carrés d'ateliers, de pièces de patine. Il n'y a rien à Paris. Enfin, c'est le fond de costume, parce que comme ce sont des studios qui sont nés un petit peu avant les années 20. Non, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des tables de coupe, pour faire de la patine, de la teinture. D'accord. Il y a vraiment un vrai atelier. Ouais. Alors que à la Cité du cinéma, il n'y a vraiment rien du tout. Ça n'a pas été prévu. J'ai tourné dans des studios à Belgrade où tout a été conçu aussi pour accueillir les costumes. Ici, non. Il n'y a jamais eu non plus ni à Épinay, ni nulle part, ni à Arpajon, ni à Brie, de structure costume. Est-ce que ça ne provient pas peut-être en France d'une filière de formation qui est par rapport au métier de chef costumier, qui est peut-être, je sais pas, peut-être pas aussi développé qu'en Allemagne ou dans certains pays d'Europe de l'Est? Sûrement. Oui, sûrement. Frédéric, vous pointez quelque chose, enfin une vraie qualité dans le rapport franco-allemand disons que j'ai vraiment eu aucun problème, donc il y a une vraie qualité, il y a un vrai savoir-faire, mais qu'on a aussi en France. Donc voilà, je suis très à l'aise pour aller retourner en Allemagne, mais je suis très à l'aise, j'aurais pu le faire en France aussi, le film, s'il y avait eu des stations techniques. Maintenant, si je dois tourner sur la Côte d'Azur... je ne le trouverai pas en Allemagne. Donc, vous voyez, chaque film a son identité, et voilà, mais je ne suis pas du tout... voilà. On peut trouver en Allemagne tout ce qu'on peut trouver en France aussi, et les échanges sont toujours importants, utiles, et c'est vrai que motivant. On arrive, quand je suis arrivé avec notre film, j'étais assez fier de pouvoir mettre tout ça en place avec les Allemands, et puis eux étaient fiers de nous prouver que voilà, et tout le monde travaillait très bien à fond. Donc ce sont des échanges qui se passent très bien. Il n'y avait pas de déséquilibre. Voilà. Et au niveau des réalisateurs, par exemple, Arnaud Despalières, c'était vraiment visiblement un choix précis, comme vous l'avez dit, de tourner dans les Cévennes, donc film vraiment dont le tournage doit s'ancrer en France. Dans le cas de Christophe Gans, quand vous lui avez proposé de tourner en Allemagne, quelle a été sa réaction? Il attendait qu'on lui dise là où il pouvait faire le film. Mais tourner en Hongrie, au Canada, ça ne lui parle pas. Babelsberg, pour lui, l'histoire, et c'est vrai que c'est très important, mais une fois de plus, c'est vraiment lié à sa personnalité, donc je peux pas... mais enfin, j'ai fait un réalisateur heureux le jour où je lui ai dit que j'emmenais à Potsdam. Ouais. Jean-Paul, est-ce que Wim Wenders ou Fatih Akin vous parlent de la France régulièrement quand vous tourniez avec eux, quand vous tournez avec eux? Est-ce qu'ils sont vraiment plongés dans leur... Ils sont dans leur film. Ils sont dans leur film. En général, surtout Wim est un grand fan de la France. Il vient très très souvent. Peut-être Fatih moins, mais Wim, il a même habité à Paris. Et Fatih Akin a un projet, vous savez s'il veut vraiment faire un tournage ancré en France un jour ou... Peut-être. De toute façon, je sais qu'il a aimé travailler avec des Français et qu'il a envie de reproduire l'expérience.
Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il vous l'a dit, ce qu'il avait apprécié? Il était content du résultat et de la manière dont on était sur le plateau. Comment ça se passe avec lui? Il y a beaucoup d'improvisation? Il n'y a pas beaucoup d'improvisation. C'est assez rapide dans la manière dont il décide une scène. Mais bon, tout est écrit. Mais bon, le lieu où il va la tourner peut être décidé très vite. Et certaines fois, il tourne assez vite. Et il propose aux techniciens le scénario très en amont. Comment ça se passe? Oui, on a eu le scénario. J'avais le scénario un an avant, je crois. On va peut-être prendre des réactions dans le public. Monsieur. Ça arrive. J'aurais voulu savoir, j'ai à peu près une idée de ce que c'est un casting pour des acteurs et je voulais savoir en quoi ça consistait pour chef de poste son. Le casting que vous avez passé pour... Non, c'est juste rencontrer le réalisateur et lui il va rencontrer d'autres ingénieurs du son et après décider lequel il va engager. C'est une discussion, simplement. Voilà, oui, c'est tout. J'y vais sans mon magnétophone. Oui, je voulais savoir seulement, quand vous avez dit petit budget par rapport au costume, c'était combien petit budget? 200 000. C'est quand même très petit. On a tout fabriqué, les chaussures, on avait des armures, c'est inclus, et les costumes qui étaient fabriqués. Et bon, là, on rentre dans une discussion aussi, évidemment, de salaire, par exemple. Comme je connais aussi un peu Babelsberg, évidemment, si on laisse fabriquer les costumes dans un atelier à Babelsberg, les frais sont évidemment beaucoup, beaucoup plus élevés. C'est très cher, oui. C'est très, très cher parce qu'évidemment, il y a tout le coût aussi, les frais de l'entretien du studio qui rentrent. Et donc, pour les petits films, où je veux dire, 90% des films tournés en Allemagne ont vraiment des très, très petits budgets où c'est pas du tout possible de même juste penser de laisser fabriquer les costumes dans des ateliers comme à Babelsberg. Et donc, comme on a un peu la chance que la Pologne est très proche de Berlin, c'est à 2 heures en voiture, c'est formidable parce qu'on a quand même avec ça une grande chance de vraiment faire une création et pas d'aller dans les stocks et de louer. Oui. D'autres réactions? Madame. Oui, bonjour. J'ai été frappée par ce que vous disiez sur Michael Colas, notamment sur le fait que les Allemands n'aient pas forcément bien réagi à cette adaptation cinématographique française. On a toujours une vision de partager une culture européenne. Donc, c'est peut-être un cliché, finalement. Est-ce que vous pouvez nous répondre peut-être à ça, finalement? Oui, par exemple, j'étais choquée de lire dans un journal plutôt de gauche allemand qui s'appelle La Taz, que comment vraiment c'était cité et dit comme ça, comment un réalisateur français peut avoir l'idée et vraiment oser de toucher à cette pièce majeure de la littérature allemande. Et je pense que peut-être aussi le journaliste ne savait pas trop quoi dire autre, donc c'était assez facile de parler comme ça. Mais aussi ce que j'ai entendu de plein d'autres gens, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette pensée apparemment de l'Europe. Il y a une culture française, il y a une culture allemande et ça ne se mélange pas vraiment.
Mais moi, ça me choque hein, parce que je suis en fait un peu à la maison dans les deux cultures et je ne sais pas vraiment dire plus que peut-être ces gens ont du mal aussi avec ce genre de cinéma parce que je pense que c'est une forme de cinéma, une forme de langage, d'image qu'on n'a plus vraiment l'habitude. C'est un film très très lent, donc ça déplaît peut-être aussi à beaucoup de gens. Donc c'était la première chose à dire, pourquoi un Français s'attaque à une œuvre littéraire allemande. Et peut-être il y a une petite jalousie, je ne sais pas. Je peux juste dire que moi ça me choque aussi, comment on peut penser comme ça. Je crois, là, j'étais très très jeune quand ce film est sorti. Mais bon, personnellement, je me souviens des amis de mes parents ont beaucoup apprécié ce film. Et aussi peut-être parce que c'est clair que c'est aussi pour ça avait une grande liberté. Et je crois... Mais personnellement, je ne me souviens vraiment pas d'avoir entendu ça, sauf je me souviens que l'affiche était accrochée dans plein d'appartements et qu'on aimait beaucoup le film. Donc en fait, les Allemands avaient accepté qu'un Italien adapte une œuvre allemande. Oui, mais je crois que ce film était plutôt... je pense que c'est pas... C'est des gens très intellectuels qui ont vu le film à l'époque en Allemagne. Et... je crois que là, Michael Kohlhaas, quand il est sorti en salle, ça n'a pas vraiment attiré un public très littéraire, très... Ou tu veux dire que les intellectuels ont déserté l'Allemagne, Anina? Oui, un peu. Je veux dire, si je vois un peu la littérature allemande, si, je trouve. Et le cinéma allemand aussi un peu. En ce moment, je crois qu'on doit plutôt se poser des questions. Le film a été distribué en Allemagne, Michael Kohlhaas, et comment a-t-il été accueilli par les spectateurs? Que c'est resté confidentiel en termes d'entrée, parce qu'ils ont un cinéma, malheureusement, le Christian Petzold, Christopher Häusler, voilà, pour cette nouvelle génération, ne sont pas assez vus ou très peu vus dans leur propre pays. Alors qu'un film comme Michael Kohlhaas, c'est vrai qu'il y a une certaine exigence artistique. Comment ça s'est perçu? C'est vrai que là, on a été déçus de l'accueil en Allemagne, et alors que le distributeur allemand Polyband avait, lui, pensé arriver à de meilleurs résultats. Donc ça n'a pas suivi à la hauteur de nos espérances, alors que... il y avait une presse due à la sélection en compétition à Cannes, etc., qui avait amené justement une communication, une presse sur le film qui aurait dû attirer plus. Voilà. Donc ça a été une déception des Allemands dans un premier temps de la réaction du public allemand sur le film. Il y avait le film a été exploité à peu près aux mêmes dates qu'en France ou en France, Allemagne, il est sorti en août et en Allemagne début septembre, le 11 septembre. Donc voilà, c'était 3 semaines près. Mais il faut dire aussi que les Allemands ne vont pas beaucoup au cinéma. Et puis il n'y a pas vraiment cet amour pour le cinéma. Et je m'aperçois aussi quand je vais ici en France au cinéma, la discussion par rapport au film, au cinéma est beaucoup plus importante en France qu'en Allemagne. Et en Allemagne, on discute encore si la photo fait partie de l'art ou pas. Donc, Moi, je profite du fait que j'ai encore le micro pour poser une question qui n'est pas très artistique, qui est plutôt financière. Quelle est la part et le déterminant de l'argent que vous avez trouvé avec les Landers allemands à Babelsberg pour faire La Belle et la Bête? Ça a dû être déterminant quand même. Bien sûr que c'est déterminant, sinon... mais c'est vrai qu'on a utilisé ce qui s'utilise là-bas, c'est le crédit d'impôt, qui reprend 20% des dépenses.
Et c'est vrai, comme on était un film qu'on tournait intégralement en Allemagne, le Median Board nous a aidés et nous a amélioré notre crédit d'impôt, effectivement. Mais on a dépensé plus de 15 millions d'euros en Allemagne, non, pratiquement 16 millions. Et du coup, l'argent qu'on a récupéré correspond à peu près à 25% des dépenses, peut-être un peu plus, 26% des dépenses. Oui, là je vais m'adresser aux producteurs parce qu'on parle depuis lundi donc, de cette coopération franco-allemande, on parle beaucoup de financement, on parle beaucoup d'échanges de techniciens, de matériel, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, je vous la pose, une question à se poser sur plutôt une collaboration qui partirait du scénario entre Allemands et Français, justement peut-être pour se nourrir les uns des autres des cultures qui sont certes différentes. Mais rappelons-nous quand même qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la culture était européenne. Les circulations artistiques, je veux dire, les artistes français allaient à Vienne ou à Berlin, ou les artistes berlinois ou viennois venaient à Paris. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose aussi à créer au-delà du financement et des échanges et des studios d'intéressant? Ça pourrait, création d'un atelier d'écriture, pourquoi pas franco-allemand. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude en France de faire appel à des co-scénaristes ou à des scénaristes étrangers. Par rapport à ça, on a aussi pour certains la barrière de la langue. Nous, on a travaillé avec les Allemands et dans l'équipe française, personne ne parle allemand. Donc on a communiqué entre nous en anglais et Anina, elle, parlait français. Mais voilà, donc coécrire ensemble, c'est bien, mais dans deux langues différentes, ça me paraît un peu difficile. J'ai une question, après je repasserai le micro à Nina Diner spécialement. Ça fait quoi d'habiller Mads Mikkelsen ? Il y a quelques semaines, j'étais au lycée français à Berlin. Il y avait une discussion de 4h30. Et quand c'était terminé, 2 filles, elles avaient 16 ans, étaient sorties de la salle. Elles sont revenues avec une tête très très rouge et puis m'ont demandé « T'as pas été amoureuse de Mads Mikkelsen ?» Et c'est un acteur, c'est un être humain comme plein d'autres. Et ce qui était formidable, que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et que j'ai bien aimé habiller et qui est très beau, oui. Florence, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la collaboration entre Mads Mikkelsen et Arnaud Despellières, parce que c'était pas sur la direction, ça n'avait pas été simple au début. D'après ce que j'ai lu, il y avait un problème ça a été très préparé, et puis au moment du tournage, tous les deux ont eu beaucoup de doutes, même s'ils se sont, et finalement ils ont fait corps et voilà. Non, ça a été très préparé, d'une part parce que quand Mads a accepté le scénario, il a eu envie de rentrer dans cette aventure très vite. Il y a eu une visite au Danemark avec son agent. Ils se sont rencontrés, le réalisateur et lui, et il a dit OK assez vite. Après, il s'est dit OK pour l'aventure, mais il va falloir faire 2 choses que je ne sais pas faire. C'est monter à cheval, vraiment, parce que ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était monter à cheval pour des films hollywoodiens, donc il ne savait pas. Et parler français. Et vraiment, parce que là aussi, il l'avait fait pour Coco, mais c'était avec un très fort accent et il y avait peu de répliques. Et là a commencé le début du problème, surtout qu'il avait un agenda extrêmement chargé. Donc il y a eu quand même pas mal de préparations qui se sont faites, qui étaient couplées, qui étaient à la fois une préparation sur le script. Il n'avait pas de répétiteur au sens
premier du terme, à savoir un Danois ou un Américain, suivant où il tournait, pour lui permettre d'apprendre le script en français. Ça s'est fait uniquement avec le réalisateur qui l'a fait répéter face à face. Et ces sessions-là se faisaient chez Frédéric Sanabra, donc, qui est l'éleveur de chevaux, et le dresseur, et qui, en même temps, lui apprenait à monter à cheval. Donc il y avait un double training à ce moment-là, qui était pour lui quand même très fatigant, et également au début du tournage, puisque dans l'équipe, peu de personnes parlaient anglais. C'était une équipe très française. Et donc, que ce soit sur le tournage ou à l'apéro le soir, il a fallu qu'il s'y mette. Il s'y est mis d'ailleurs, en français. Oui. Et tout le monde essayait de lui faire répéter ses répliques avec le moins d'accent possible. Mais il a très bien joué le jeu, même si c'était compliqué. Ce qu'il a dit après, ce qui était compliqué pour lui, c'était d'arriver à oublier deux choses. C'est qu'il passe beaucoup de temps sur un cheval, dans des endroits assez difficiles, très escarpés, donc il fallait qu'il ait une maîtrise du cheval vraiment forte, et il fallait qu'il arrive à oublier ça pour enfin jouer, et après il fallait qu'il oublie qu'il jouait en français. Donc il y avait quand même une difficulté très forte pour lui, mais sur le tournage il y a eu un lien avec Arnaud très fort, justement parce qu'il se raccrochait vraiment à ses indications, et par rapport à ça, très vite, il s'est laissé porter par le film et par le réalisateur. Je pense qu'il y a toujours dans tous les films un moment où il y a un doute forcément entre l'acteur et le réalisateur, mais après il dépasse, et voilà. Je crois que j'ai le micro maintenant. Ben juste une petite remarque sur le fait que Michael Kolas avait peut-être moins d'accueil en Allemagne, ce que je trouve très dommage parce que le film est magnifique. C'est effectivement une œuvre, comme je crois que vous n'étiez pas dans une école allemande, mais dans les écoles allemandes, on les lit tous. C'est l'œuvre de référence pour tous les Allemands, donc forcément... faire adapter par un Français, ça peut paraître un peu bizarre. J'ai le même exemple dans l'autre sens, par contre. Il y a une société allemande qui a fait un film sur Henri IV, qui était dans un premier temps un téléfilm qui est sorti sur France 3. Et les producteurs allemands, ensemble avec leurs coproducteurs français, ils voulaient sortir le film aussi en salle. Ils n'ont pas réussi. Parce que là, il y avait la critique du côté français. Comment une société allemande, avec des acteurs allemands, peuvent faire un film sur Henri IV? Mais c'est absolument impensable. Alors justement, on cherchait un contre-exemple. Non, mais il y a un exemple dans ce sens-là, et je sais de propre expérience, parce que j'ai essayé de les aider à trouver un distributeur ici en France. C'était impossible, on ne pouvait pas. C'était impossible parce que les acteurs allemands n'étaient pas connus. Voilà, on n'a pas reconnu Henri IV comme visiblement on l'avait en conscience commun ici en France. Donc ça, c'était juste une petite remarque, pas pour défendre ces positions parce que c'est dommage, mais visiblement l'histoire ne voyage pas très très bien dans les autres pays, donc c'est peut-être un peu difficile parfois. Par contre, je voulais reprendre aussi cette proposition qui devrait avoir plus d'échanges au niveau des acteurs et aussi, je trouve surtout au niveau artistique et technique. Notamment dans les rendez-vous franco-allemands qu'on organise chaque année entre les producteurs. On l'a fait pendant 3-4 ans. On a invité des jeunes acteurs, des jeunes talents, des shooting stars allemands, français, pour montrer qu'ils parlent les deux langues. C'est formidable. On peut effectivement les embaucher on peut les prendre dans les deux films, dans les deux pays. Souvent, ils parlaient vraiment parfaitement. C'était bilingue complètement. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment fait du côté artistique et technique. On n'invite pas forcément une délégation des équipes. Et ce sera très très bien aussi, parce qu'ici, pendant ces 2 jours où j'ai participé donc, à cette conférence, j'ai rencontré plein de collègues qui parlent effectivement les deux langues. C'est formidable de savoir qu'il y a quand même vraiment un vivier de beaucoup de personnes qui travaillent dans les deux pays avec beaucoup de facilité.
Voilà ma proposition qu'on peut peut-être transmettre au rendez-vous franco-allemand. Devant, il y a des questions, s'il vous plaît. On vous apporte un micro, monsieur. C'était juste la question, parce qu'on parle là de la réticence justement des Allemands de voir un étranger jouer Michael Kohlhaas, mais est-ce que je me trompe? Je crois me souvenir que dans les années 60, je crois, ou 70, c'est David Warner qui jouait Michael Kohlhaas dans une coproduction allemande, et je ne sais pas avec quel autre pays. Est-ce que vous en avez connaissance ou est-ce que je me trompe? David Warner, il tournait à Bratislava. Oui, il y a Schlöndorff qui a fait le Michael Kohlhaas. Mais je pense que ce n'est pas ce film dont vous parlez, mais il y a un deuxième, effectivement, mais je ne l'ai pas vu. Donc. Et je ne me souviens pas qu'on a vraiment parlé de ce film. Oui, celui de Schlöndorff, oui. Comme j'ai le micro, je peux rassurer la dame qui parlait tout à l'heure s'il y avait aussi des collaborations donc au niveau du scénario. Et j'ai fait mon tout premier film, j'ai coécrit avec Charles Spaak, le vieux schnock que je suis, et c'est un producteur allemand qui est tombé amoureux du script. Et c'est les producteurs allemands qui m'ont envoyé à Paris, et le film s'est monté comme film français avec Claude Rich et aussi des acteurs allemands. Mais donc ça existe, ça existait dans ma jeunesse, voilà. Il y a loin de ça, et ça pourrait se réactiver s'il y avait un couple réalisateur-scénariste, qu'il soit français ou allemand, et je crois que c'est pas impossible, donc je fournis la preuve que c'est possible. Oui, ça se faisait beaucoup avant-guerre. Hein. Il y avait une version allemande, une version russe, souvent une version française pour le même film. Et parfois, aux archives du CNC, on trouve la version russe ou la version allemande d'un film français. Hein. C'était très courant avant la guerre. Mais voilà. Le mien ne remonte pas si haut. Oui, moi je voulais dire, parce qu'on a ouvert justement ce problème, que moi je dirige la société Blauer Reiter, film production à Berlin, et je suis francophone tout à fait. Mais je voulais dire que les temps, ce n'est plus le même. Vous avez dit, non, par exemple, Lucchino Visconti, etc. Les temps ont changé beaucoup en Allemagne et ils ont absolument raison. Et il n'y a plus de protectionnisme par rapport au sujet et aux auteurs. Ça veut dire depuis 2008 exactement, la fin de 2008. C'est aussi pour ça que c'est devenu, comment dire, un peu à niveau diplomatique plus compliqué, parce que les Filmförderanstalt, les CNC allemands, a obligé les producteurs d'abord à faire des versions allemandes. Ça veut dire les Allemands, ça veut dire un producteur allemand doit d'abord présenter un film en langue allemande. Ce n'est pas allemand, la première langue, les sous-titrages, mais ça ne marche plus, ça. Nous avons fait un film en langue polonaise, ça veut dire, moi j'ai toujours travaillé en langue originale, ça veut dire chacun plus, bon, moi je parle 4 langues. Mais je veux dire, a effectivement changé dans les dernières 4 ans la conception. Donc il y a, oui, comme elle a dit justement, il y a un peu plus de jalousie par rapport à l'effet, par exemple, qu'en français, c'est plus impossessé, entre guillemets, d'un sujet allemand, plutôt qu'un français puisse aller à proposer un sujet français. Ça veut dire, est devenu paradoxalement, les gens qui travaillent dans le cinéma, ils sont absolument ouverts comme vous, non? Mais les fonds, mais les gouvernements, etc., ils sont effectivement changés. Et c'est encore plus drôle parce que le gouvernement français a ouvert beaucoup plus aussi pour la politique,
tandis que le gouvernement allemand a commencé un peu plus fermé. Non? Donc il y a tous des cas comme tourner un jour la Cologne parce que comme ça on a le film Founder ici plutôt qu'y aller là, non, etc. Parce que justement c'est aussi vrai, les producteurs pour avoir des financements importants, ils se doivent effectivement démerder comme réellement à trouver aussi les systèmes pour permettre à des créatifs comme ça, d'équipes importantes, amener les films au port. Autrement, c'est difficile, non? D'autres réactions? Les Français aussi, si on ne tourne pas en français, on vous coupe un peu l'aide. Hein? L'aide est réduite de 25%, je crois, si on tourne dans une autre langue que la langue française, si je ne me trompe pas. Frédéric, vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, il y a tout un tas de codes qui émanent du CNC, qui font que la langue française est... Voilà, mais on arrive quand même à produire des films. On a produit Zoulou, qui est pour le coup, c'est un auteur français, curieusement, hein, Caril Ferret. On a acheté les droits d'un bouquin. On l'a tourné en anglais parce qu'on avait des vedettes qui ne parlaient pas français, puis on voulait viser des ventes internationales. Donc oui, il n'y a que des cas particuliers, je pense, en fait, et on s'adapte. Il y a forcément des contraintes, mais on fait avec, et sans les contourner, on les utilise. C'est vrai que sur Zoulou, on a eu moins de financement que prévu, des chaînes, et parce que la langue, ce n'était pas le français. Mais bon, on a trouvé d'autres solutions. C'est pas forcément facile, mais ça nous fait réfléchir un peu, c'est bien aussi. D'autres réactions? Philippe, il nous reste combien de temps? 5-10 minutes? Pas de... non. Oui. Je serais malhonnête de prendre la parole sans avoir été au départ. Au début, je viens d'arriver et je suis coupable et responsable. Je voudrais savoir où en est exactement la coproduction, allez, on peut appeler franco-allemande, puisque nous sommes ici en territoire allemand, alors qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits à travers l'histoire du cinéma français, soutenus par les Allemands. Alors, où est-ce qu'on est, si c'est possible, d'avoir pendant 5 minutes, puisque vous avez 5 minutes pour pouvoir parler. Merci. Florence, vous voulez répondre? Moi, je peux répondre en partie. Je vous laisse répondre. Ouais, d'accord. Allez-y. D'accord. Non, aujourd'hui, vous me contredisez hein, si je dis une bêtise, mais je pense qu'il n'y a pas de production un tant soit peu ambitieuse en termes cinématographiques qui peuvent se faire sans une coproduction franco-allemande entre la France au niveau européen. Arte intervient quand même beaucoup, généralement. J'ai pas encore, mais ils font beaucoup de production, évidemment. Michel Collas, Arte a participé. Donc déjà à travers cet apport de la télévision, ZDF aussi a une antenne pour film d'auteur. C'est en effet, on n'est pas dans la même catégorie que. C'est un film d'auteur. Hein, de toute façon, oui, La Belle et la Bête aussi. Mais on est, disons, dans les niveaux financiers, on n'est pas dans les mêmes niveaux de budget. Mais la chaîne ZDF a également une très grande participation dans le financement des films allemands, mais également aussi avec la France. Donc il y a plusieurs structures qui permettent ça. C'est comme, à mon avis, c'est quand même quelque chose de très vivant aujourd'hui, qui permet une renaissance du jeune cinéma allemand et qui soutient encore un peu plus le cinéma français. On peut dire que le cinéma allemand est très peu diffusé en France quand même. Hein. Peut-être que de l'autre côté du Rhin, on diffuse beaucoup plus du cinéma français. Je laisse de côté Arte, qui en réalité, pour moi, n'est pas un producteur, mais une chaîne de télévision. Oui, mais qui cofinance. Donc, hélas. Parce que je crois qu'il y a eu de plus en plus... le grand problème ici dans le cinéma européen, c'est que les vrais patrons du cinéma, ce sont, hélas, les chaînes de télévision. D'abord Canal+,
pour la France, et puis les autres aussi, la 2, la 3, et même en Allemagne, c'est pareil. Voilà. Alors, je ne sais pas, Frédéric et Les Florence, Raoul Lévy, les Dauman, tous ces gens-là qui avaient fait un cinéma complètement très, très, très ambitieux, très important, et qui sont restés dans l'histoire du cinéma, quoi. Oui, mais ça continue. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, on voit tous les ans, on voit de très grands films européens se faire. Moi, je pense que c'est paradoxal par rapport au cinéma allemand et surtout aux jeunes cinéastes allemands que je citais tout à l'heure, par exemple Christian Petzold ou Christopher Reusler, qui sont peut-être plus vus en France qu'en Allemagne. Ça, c'est le vrai paradoxe. C'est le vrai paradoxe, c'est qu'aujourd'hui ils ont de vrais talents, mais qui sont plus vus à l'étranger, enfin, notamment en France, mais c'est le cas aussi pour l'Angleterre. Ken Loach est plus vu en France qu'en Angleterre. Voilà, donc on a la chance ici, c'est vrai, d'avoir cette diversité cinématographique, de pouvoir bien l'accueillir, de continuer, même si c'est 15, 16 films par semaine qui sortent, que ça va être, disons, les 4-5 premiers qui vont à peu près s'en sortir, mais le système de soutien permet cette diversité. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, la France, c'est certes reste le moteur cinématographique européen. L'Allemagne, de par ses infrastructures et les efforts qu'elle a faits aussi à son niveau en termes d'organisation, de financement, etc., est en train petit à petit de se mettre à notre niveau. Ça va encore prendre du temps, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Et je ne permettrai pas, à mon niveau, de critiquer les chaînes de télévision. Sans Canal+, je pense que le cinéma français aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Voilà, c'est mon point de vue. Tout pareil qu'avec Arte. ZDF aussi est un apport primordial pour le cinéma allemand aujourd'hui. On peut en effet penser qu'il y a les années 70 ou 80, disons 70 pour l'Allemagne, ont présenté en effet une originalité en termes de production avec de très très grands auteurs, mais rien n'empêche que ça renaisse. Voilà, moi je reste optimiste par rapport à ça. Dans la journée de lundi, il nous a été donné des chiffres qui posent le problème un peu différemment. Apparemment, pendant très longtemps en Allemagne, le cinéma, la part des films allemands sur le territoire allemand représentait 12,5% des recettes. En ce moment, il monte vers 20, un peu au-dessus de 20, si j'ai bien entendu. Il remonte au-dessus de 20, si j'ai bien entendu, ce qui est déjà un large progrès en termes de part de marché. Mais en même temps, dans la journée, on nous apprenait que pendant longtemps, il n'y avait pas d'obligation de distribution en salle. C'est ce qui était dans les premiers panneaux de la première journée. Et que simplement le fonds de soutien créé en 2008 au travers de la FA, lui indiquait qu'il fallait absolument avoir un distributeur salle pour obtenir une partie. Donc effectivement, on ne peut pas dire tout et son contraire. Maintenant, pour ce qui est de la France, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais la décennie 80 jusqu'à 95 a fait que les films de cinéma français ont été portés par les meilleurs audimat des chaînes de télévision. Donc on est rentré dans un système, effectivement, mais moi je mettrais quand même Canal, qui dès le départ était la chaîne cinéma et qui devait abonder le cinéma. Donc il y a tout un système qui était récurrent. Par contre, les autres, ils ont profité pendant un certain nombre d'années des bienfaits du cinéma. Et là où il y a sans doute quelque chose qui est un peu pervers, dont on parle depuis pas mal de temps, c'est que à un certain moment, effectivement, les autres chaînes, elles demandent d'avoir que des actorats qui leur assureront de l'audimat. Et du coup, effectivement, ça donne un certain type de scénario et un certain type de production. Mais je pense que c'est un débat qui est depuis 5-6 ans sur la place publique et qui est peut-être en train d'évoluer.
Oui, je pense que ce sera la dernière question. Cette édition a été construite autour de l'attractivité aussi du territoire français. Donc je pose la question aux producteurs et aux techniciens. Quelle attractivité vous voyez à tourner en France ? Je pense que c'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres cultures, de tourner dans d'autres pays, que de rester toujours dans le pays dans lequel on vit, et puis la culture qu'on a tous les jours. Et je pense c'est une très très grande liberté aussi de pouvoir dire pour tel et tel film, pour tel et tel sujet. Par exemple, là dans le cas de Michael Kohlhaas, les Cévennes étaient le paysage optimal, de vraiment pouvoir tourner dans ce paysage. Je veux dire, j'ai tourné par exemple au Pakistan, où on ne se pose même pas ce genre de problème. Je veux dire, on n'a pas du tout le choix. Et je pense que c'est vraiment une grande question de liberté, d'enrichissement, d'ouverture d'esprit. Je crois que ce sera un beau mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci Florence, Jean-Paul, Anina, Pierre-Yves, Frédéric, merci. Marche, oui. Merci beaucoup d'avoir été aussi fidèles pendant ces 3 jours maintenant de colloque. Eh bien, on continuera, j'espère, le débat l'année prochaine sur d'autres pays d'Europe. Je pense qu'il y a l'Allemagne, mais il y a aussi des tas de pays dont on peut parler, entre la Scandinavie, l'Europe du Sud, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, je vous invite à, si vous le souhaitez, donc nous organisons dans 1 heure une projection, une carte blanche à Ingrid Caven, donc grande égérie allemande, aussi bien chanteuse que comédienne, et qui va nous faire l'honneur de venir et de présenter un film de Jean Eustache, qui est assez peu vu, qui s'appelle Mes petites amoureuses, dans lequel elle joue un rôle, donc vous verrez. Donc si vous avez envie de rester et revenir dans 1 heure, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Merci.